mais c'est bon, je l'ai enregistré. Mais putain, ça fait 2 heures que t'es dans le bain, sors là, moi je... Attends, je suis bien là. Bon. Je vais. Je viens. Non, attends, genre, non. Arrête. Alex! Alex! Quoi? Tu peux venir s'il te plaît? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va comme tu veux en ce moment là, ça va? Bah oui, pourquoi? Ouais. T'es satisfaite? Satisfaite de quoi? Sexuellement, t'es satisfaite? Bah oui, pas toi? Si, impeccable, ça va. Non mais, tu trouves que je te donne assez en ce moment, ça va? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a là? Alors pourquoi j'ai retrouvé ce vibromasseur dans tes affaires? Alors? Dis-moi. On va regarder là. Parce que c'est une brosse à dents. Voilà. Ouais. Ouais, mais je sais quand même reconnaître une brosse à dents. Je n'en peux plus, capitaine, il faut continuer la route, mais je n'en peux plus, je vais mourir. Oh, attention, il est tombé dans le ravin, qu'est-ce qui se passe? Je pense rien, il va aller. Alex, c'est toi? Oui. Viens voir, viens. Attends, j'arrive. Viens voir. Oui. Quoi? Ça va? Bien et toi? Ouais, ça va. J'ai entendu une super vanne au bureau aujourd'hui. Vas-y. C'est, quelle est la définition de la fidélité? Je sais pas. Le manque d'occasion. Elle est bien? Ouais, elle est bonne. Elle est bien. Moi j'en ai une aussi. Alors, qui est-ce qui a de gros yeux, Ouais. qui devient tout rouge et qui gesticule comme ça dans tous les sens? Je sais pas, ta mère... Je sais pas, dis. C'est toi quand tu vas apprendre que j'ai embouti ta voiture. Voilà. Bon bah, Lou. T'as pas fait ça, là? Qu'est-ce que t'as fait avec ma caisse, Alex? Qu'est-ce que t'as fait avec ma bagnole? Alex! Qu'est-ce que t'as fait avec ma caisse? Putain, c'est quoi ça? Alex! Alex, viens voir! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Bah oui, je la connais. Mais non, la pure de gauche, là, il y a un poil blanc dessus, regarde! Ah oui, dis donc. Tu veux que je t'enlève? Non, laisse comme ça. Bah attends, je vais t'enlever. Non, comme ça, non. Je fais super attention. Non, mais attends, ça fait... Je fais super attention. Oui, mais ça fait super mal. Bah oui, j'imagine, mais d'où... Attends, non, j'y vais super cool, Non, Loulou. mais fais gaffe. Et confiance, t'as confiance? Ouais, mais gaffe. Ok. Non, sérieux, non. Non. Viens là, vas-y, viens. Doucement. Oui, j'y vais doucement. Attention, t'es prêt? Ouais. T'es prêt? Attends, doucement. Attention. Attends, doucement. Attention. Aïe, putain! Et voilà. Tu l'as? Ah, regarde, les dire. C'est là? Regarde. Ah bah non, c'est pas le bon. Pas celui-là? Merde, je me suis plantée. Oh, tu l'as pas eu? Ah non, je l'ai pas eu. Oh, Bah attends, je recommence. Non. Attends, je recommence. J'aime bien. Non, mais attends, viens là. Mais Non. viens, Jean, viens ici. Jean. Allez, c'est super rigolo. C'était Un gars, une fille avec Fly. Pour vendre ta maison, tu passes par qui? Par la forêt? La forêt. La forêt immobilier. Il s'occupe vraiment bien de toi. Tiens, d'ailleurs ça c'est l'appel de la forêt. Tout l'immobilier est dans la forêt. France 2 présente, avec EDF, Objectif Terre. Dessin d'enfant? Extravagant. C'est le géant de Cerne Abbas. Une figure de 55 mètres,
gravé dans une colline de craie. Origine et signification inconnues. Certains voient en lui l'emblème d'un dieu celtique, symbolisant la force. Pour d'autres, il a le pouvoir de rendre fertiles les couples sans enfants. Objectif ? Préserver et entretenir tous les sites qui racontent l'histoire de l'humanité, pour que le monde avance. C'était Objectif Terre avec EDF. France 2 vous donne rendez-vous avec Tuan, orthopédie au quotidien. Vous levez le matin, vous êtes relativement fatigué, et puis des états de somnolence qui peuvent arriver à certains moments dans la journée. Tout au long de la journée, dès que je pouvais m'arrêter, je dormais un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, si j'ai la chance qu'il s'endorme, il va dormir quoi, 1 heure, 2 heures, puis j'en peux plus. Insomnie, cauchemar, apnée du sommeil, rythme décalé. Aujourd'hui en France, nous sommes près de 20 millions à ne pas bien dormir. C'est un décalage qui est lié au décalage de l'horloge biologique. Comment retrouver le sommeil et éviter d'avoir recours aux somnifères? Martine Alain Regnault et Laurent Broumède passent en revue les solutions pour mieux dormir dans Savoir Plus Santé, demain après-midi sur France 2. L'église de Scientologie en Île-de-France condamnée à une amende, une première décision de justice pour cette secte qui parle ce soir de complot et décide de faire appel. Renouer les fils du dialogue social, tous les partenaires sociaux réunis autour de Jean-Pierre Raffarin, des consultations destinées à marquer la volonté d'ouverture du gouvernement. L'Empire Michelin, premier groupe mondial de pneumatiques, avait un patron qui a géré l'entreprise pendant un demi-siècle. François Michelin a passé aujourd'hui le flambeau à son fils. Dernière répétition de la patrouille de France qui présentera demain son nouveau programme aérien. Les Chevaliers du Ciel au sommet de leur art et malgré le décès de l'un d'entre eux il y a un mois à l'entraînement. Voilà, monsieur, bonsoir. Avant de développer les différents titres de ce journal, cette information qui nous est parvenue en fin de journée. À Sangatte, une sérieuse bagarre aurait éclaté aux abords de ce centre de la Croix-Rouge où sont hébergés les clandestins. Sangatte, plaque tournante de l'immigration vers l'Europe et notamment les côtes anglaises, point de tension entre la Bretagne et la France. Enfin, on évoque un lien entre ces incidents et le renforcement de la sécurité près du terminal fret de la SNCF ces derniers jours. Florence Boukia. Au moins 4 blessés graves. C'est un match de football entre réfugiés kurdes et afghans qui a dégénéré près du centre de Sangatte cet après-midi. Un alibi, selon les dirigeants du centre, pour qui ces heurts entre deux communautés sont malheureusement fréquents. Plusieurs centaines de CRS et de gendarmes sont encore présents à l'heure actuelle. L'urgence est de désamorcer la situation. Quand il y a des événements de ce genre, nous prenons des leaders de chaque communauté, les plus sages, entre guillemets, et nous essayons de négocier. Le sous-préfet est sur place avec des médiateurs, des interprètes pour essayer de comprendre la situation. À Sangatte, depuis le renforcement drastique de la sécurité aux abords d'Eurotunnel, le climat s'envenime. Le mois dernier, un passeur kurde a été tué d'un coup de couteau. Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur français, et son homologue britannique ont décidé cet après-midi de se rencontrer dès le mois prochain à Londres. Et en direct de Sangatte, nous vous retrouvons Gilles Marinet pour un point de la situation avant la tombée de la nuit. Les CRS sont-ils toujours sur place ? Bonjour, vous pouvez constater effectivement derrière moi la présence de véhicules de police. Il y a environ une quinzaine de véhicules de police, dont 2 quarts de CRS, ce qui doit représenter au moins une bonne centaine d'hommes. Il y a des gens sur la route où nous sommes, c'est-à-dire des CRS qui contrôlent cette route. Il y en a également à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur on essaie aussi de calmer les gens. Donc beaucoup de forces de police. Et il y en a également, ce centre de Sangatte étant en pleine campagne, il y a également beaucoup de forces de police qui sont dissimulées dans les alentours, dans la nature. Alors Sangatte, je vous le disais, centre de réfugiés qui accueille entre 1400 et 1500 personnes. Il est géré par la Croix-Rouge et c'est un centre où l'on trouve essentiellement des personnes
qui sont de nationalité afghane et qui viennent du Kurdistan. Alors, ces derniers temps, la tension était particulièrement montée dans ce centre. C'est vrai qu'il n'est pas facile de cohabiter avec toutes ces personnes, 1500 personnes dans un même centre, mais il y a aussi des éléments extérieurs. Vous savez, tous ces gens essayent à toute force de passer en Angleterre, où ils espèrent pouvoir s'installer. Alors, le 10 mai, il y a une semaine, eh bien, 300 de ces personnes, vous pouvez en apercevoir aussi derrière moi, ces gens qui sont là, qui tentent de passer en Angleterre, ont carrément pris d'assaut le terminal ferroviaire de l'Eurostar, qui permet, lui, bien sûr, parfois, certains arrivent à monter dans les trains de marchandises et à passer en Angleterre. Ils étaient 300, ils ont pris d'assaut ce terminal et la police ferroviaire, aussi bien que les autres forces de police, étaient vraiment en nombre numérique très inférieur et ont décidé de se retirer pour ne pas provoquer des incidents très graves, parce que parfois, eh bien, il y a de l'agressivité parmi ces gens qui veulent passer en Angleterre et souvent, ils attaquent directement les forces de police. Autre élément, hier après-midi, Louis Gallois, le PDG de la SNCF, s'est rendu ici à Sangatte et il a fait des déclarations qui ont fait monter la tension, car il a annoncé, et notamment sous la pression des autorités anglaises qui ne comprennent pas comment des réfugiés arrivent encore à passer en Angleterre, il a annoncé la création d'une double ceinture de barbelés autour de ce terminal de Calais qui peut permettre de passer en Angleterre. Alors cela, ici, a beaucoup fait monter la tension. Et ça s'est ajouté aussi à des tensions entre les communautés, entre ces gens, kurdes et afghans. Et qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Eh bien, tout simplement un prétexte, une étincelle, c'est un match de football. Oui, nous ça le disions en effet ça dans a dégénéré et la violence a explosé. Merci voilà de ce qui s'est passé. Le sous-préfet est actuellement en train de négocier à l'intérieur des bâtiments. Merci de vos précisions, voilà ce que je peux vous dire pour Gilles l'instant. Marinet. Merci. Après les Pays-Bas, la Belgique a donc décidé de légaliser partiellement l'euthanasie dans un cadre extrêmement strict. Après un long débat, l'autorisation de la mort douce pour préserver la dignité humaine n'a pas suscité de violentes polémiques, mais néanmoins les évêques belges dénoncent cette pratique. De nombreux garde-fous ont été mis en place pour éviter toute dérive. Le patient devra être majeur et totalement conscient. C'est le cas de cet homme qui souffre de sclérose en plaques. Marianne Mas, Patrick Wurstorm. Hier encore, il allait travailler, mais son médecin l'a mis en arrêt, trop fatigué. Mario, 39 ans, est atteint de sclérose en plaques, une maladie dégénérative qui rétrécit son univers chaque jour un peu plus. Alors cette loi sur l'euthanasie, il l'attendait depuis longtemps. C'est une victoire pour tous les gens qui sont dans des cas comme moi. Et sans doute c'est une victoire aussi pour la dignité de la vie. C'était en 99. Mario Verstraete était entendu par le Sénat pour exposer son point de vue de malade. Une coalition de socialistes, libéraux et écolos venait d'arriver au pouvoir et lancer le débat sur l'euthanasie, jamais encore abordé par le Parlement. Il fallait rencontrer ces problèmes. Et ça a été, je le répète, assez dur. Il a fallu pendant des mois batailler pour faire comprendre que ce que nous voulions, ce n'était pas une loi d'interdiction, c'était une loi d'ouverture. Et ça, c'était nouveau pour un certain nombre de membres de l'opposition. Comment pouvait-on laisser la liberté à des personnes de choisir ? Mario, lui, a choisi depuis longtemps. C'est lui qui décidera de sa propre mort. Sa demande d'euthanasie est déjà prête. Et comme commencer la discussion avec mes docteurs, oui. Oui, parce que maintenant, je veux finir en beauté, je veux finir. Je suis été loin, très loin, plus loin que moi je croyais que je pourrais faire. Maintenant, c'est assez. La demande de Mario devra encore être validée par un deuxième médecin, puis par une commission d'évaluation. Tout cela prendra encore un peu de temps, mais il sait aujourd'hui qu'il peut compter sur son médecin pour l'aider à mourir en beauté, comme il le souhaite. En grec, euthanasie, c'est oithanate, le mort beau, la mort belle. Pour la première fois, la justice condamne l'église de Scientologie à travers sa cellule installée en Île-de-France. Il ne s'agit que d'une amende décidée par le tribunal correctionnel pour infraction à la loi informatique et liberté. Mais néanmoins, cette secte très controversée fait donc l'objet d'une décision de justice. Un complot, affirme l'église de Scientologie qui décide de faire appel. Christelle Bertrand, Jean-Louis Bousser. Marc Walter n'est pas le premier adepte condamné. Jusqu'ici, la justice a toujours condamné des scientologues. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle condamne l'église de Scientologie en tant que telle. Cet après-midi, le tribunal correctionnel a reconnu coupable la branche d'Île-de-France de la secte d'avoir conservé des fichiers informatiques concernant d'anciens adeptes. Cette première pourrait avoir de lourdes conséquences dès la prochaine condamnation de l'église.
sommes convaincus que cette première condamnation est en réalité une voie ouverte vers une dissolution qui sera prononcée dans les mois ou les années qui viennent. Donc nous sommes satisfaits. Comme d'habitude, la scientologie dénonce une pression médiatique et un climat délétère autour de ce procès. Mais elle n'a pas l'intention de baisser les bras pour autant. Nous allons exister longtemps en France parce que nous avons la foi, nous y croyons et que ce ne sont pas des détracteurs tels que nous avons en face de nous, des partis civils de ce genre qui vont nous empêcher de pratiquer la scientologie tout simplement. La scientologie a été inventée dans les années 50 par Ron Hubbard, un Américain, auteur de science-fiction. Aux États-Unis, la scientologie a réussi à obtenir un statut religieux alors qu'en France, cette association est sur la liste noire des sectes. La scientologie n'a pas fini de se retrouver au tribunal. 7 enquêtes sont ouvertes dans la région parisienne. Avant de revenir aux mesures de lutte contre l'insécurité décidées par Nicolas Sarkozy, d'abord cette attaque à la voiture bélier dans la banlieue de Bordeaux. 2 bâtiments ont été la cible de ces incidents, l'un contre un service administratif de la police, l'autre contre le centre social de la cité des Aubiers. Frédéric Rotard. Sur ces images tournées par un habitant de la cité des Aubiers, on le voit, la nuit a été très mouvementée. Cette bande d'une dizaine de jeunes se livre à des actes violents. Et puis une voiture est lancée contre des commerces et ensuite incendiée peu avant l'arrivée de la police. Une patrouille de police a été immédiatement dépêchée sur les lieux et a été immédiatement assaillie par un groupe d'une quinzaine d'individus cagoulés qui, du haut d'une terrasse, lui a lancé des divers projectiles, pierres, barrières métalliques, cocktails Molotov, avant de se disperser assez rapidement. Il y en a marre, c'est tout, il y en a marre. On sait que la violence, elle est partout. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on entend dire « c'est les Aubiers ». Attendez, c'est les Aubiers, oui, mais les gens ne sont pas tous comme ça. Et puis bon, est-ce que c'est quelqu'un des Aubiers? On n'en sait rien. Un jeune homme est aujourd'hui en garde à vue après ces incidents qui n'ont pas fait de blessés mais qui interviennent après le procès d'un homme qui a tué un jeune de la cité. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a évidemment proposé de renforcer les moyens de police. La solution, elle est dans une présence plus grande de la police, dans des quartiers comme celui-ci, bien entendu. Nous avons un commissariat de police, ou en tout cas une antenne de police qui devrait être ouverte plus tard le soir, des rondes de police plus fréquentes la nuit. Dans cette cité de 5000 habitants et 27 nationalités différentes, le climat est aujourd'hui très tendu. Le gouvernement Raffarin a donc décidé de s'attaquer à ce que l'on appelle l'économie souterraine, celle du trafic de drogue ou le vol de belles voitures aux mains de réseaux installés dans les cités. Seule façon d'en venir à bout, regrouper les forces de police et de gendarmerie, mais aussi impliquer les services des douanes ou encore du fisc. Une opération pilote a déjà eu lieu dans les Yvelines et s'est avérée plutôt efficace. Reportage Jérôme Soulard, Agnès Gardet, Olivier Flavien. C'était en décembre dernier dans le quartier des Mureaux. Opération coup de poing chez un voleur de voitures de luxe, recherché également pour une tentative d'homicide sur un fonctionnaire de police. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Des mois d'enquête et une filature efficace, car d'après la police, elle est réalisée pour la première fois conjointement par plusieurs services de l'État qui partagent leurs informations. Des actions ciblées inventées en 2001 que le nouveau gouvernement veut se réapproprier dans la lutte contre les réseaux d'économie parallèle. C'est la bonne méthode pour combattre ces noyaux durs qui sont animés par des caïds de cité qui jusque-là ont pu dans de nombreuses occasions faire, je dirais, créer leur territoire et faire leur jeu dans les cités. Et le constat que l'on a pu faire, nous, la détection, elle se faisait sur la disparité entre les revenus de ces individus, souvent pointant au RMI, ayant des allocations chômage et leur train de vie affiché. L'argent, toujours le nerf de la guerre. Il y a quelques jours, la coopération entre police et services fiscaux des Yvelines a permis cette grosse saisie. 120 kilos de cannabis, 15 000 €. 4 caïds d'une cité de Poissy seront arrêtés grâce à l'étude des mouvements d'argent sur leur compte bancaire. Département pilote depuis 2001, les actions ciblées ont permis l'interpellation d'une 60aine de personnes dans les Yvelines. Un nouveau partenariat entre les services de l'État qui devrait être étendu à 28 départements dans les jours qui viennent. Dans l'actualité de ce vendredi, la rondeur de la méthode Raffarin qui s'est entretenue avec tous les partenaires sociaux. Un mot ressortait de cette journée de consultation, courtoisie et ouverture. Néanmoins, chaque organisation syndicale attend pourvoir et pourvoir après les élections. Nathalie Moisan, Vincent Bouffartigue.
Vous avez vu les copains qui sont avec moi? Manifestement très heureux de retrouver le chemin de Matignon, Marc Blondel ne boudait pas son plaisir ce matin. Toute la journée, les syndicats se succèdent chez le Premier ministre. Moins enthousiaste, Nicole Notat attend les actes pour juger. Nous sommes venus dire à ce Premier ministre que nous souhaitions passer des déclarations d'intention, des professions de foi, des bonnes intentions sur ce sujet, à des engagements et à des réalisations concrètes. Arrivé au pas de course pour Ernest-Antoine Sellière, le patron des patrons, souvent critique vis-à-vis du gouvernement Jospin, ne tarit pas d'éloges sur Jean-Pierre Raffarin. Je me rappelais les rares entretiens que nous avons eus avec son prédécesseur et nous avons tout de même constaté un véritable changement. Pas d'engagement concret, mais avec ce premier contact, Jean-Pierre Raffarin peaufine son image d'homme de dialogue. Des représentants des partenaires sociaux, visiblement, ont été privés de dialogue pendant un certain nombre d'années et je les ai trouvés pleins d'idées et pleins de volonté. Le dialogue social, à l'image de l'hôtel Matignon, avait besoin d'une rénovation. Peu de chance pourtant qu'il débouche sur des décisions concrètes avant les législatives. Et pour mieux vous faire vivre cette journée, nous avons choisi de suivre deux acteurs de ce dialogue social. D'un côté, Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT, et de l'autre, le représentant des petites et moyennes entreprises, Jacques Fredel. Côté coulisses, Martin Guelfs, Claude Marc. Comme le Premier ministre, le président de la CGPME est un provincial. Dans 2 heures, Jacques Fredel va à Matignon, mais avant direction son état-major pour préparer cette rencontre. J'aborde les 35 heures, ça c'est clair. Peut-être pas en premier point. Si, parce que c'est le thème majeur de la CGPME. À la CGT, le thème est le même, mais l'objectif opposé. La question de l'assouplissement des 35 heures. Bon, moi je suis pour annoncer les 35 heures pour tous, autre revendication au menu, la hausse du SMIC. En route vers Matignon, le chef de file de la CGT fait déjà un bilan mitigé des 10 premiers jours du gouvernement. Nous allons aussi avoir besoin d'aborder le message livré quant à la méthode qui fait appel au dialogue et le fait qu'on a déjà entendu des annonces au plan économique et social qui ne sont pas conformes à ce que nous attendons. En revanche, du côté du patronat, on part très optimiste à ce rendez-vous. Je suis satisfait de l'entretien qui m'a été proposé par le Premier ministre rapidement, parce qu'il a été nommé il y a une vingtaine de jours seulement. Chaque entretien avec Jean-Pierre Raffarin durera près de 45 minutes. À la sortie vient la déclaration sur le perron, un passage obligé. Les patrons de PME sont conquis. Un homme pragmatique, un homme concret, d'un dialogue direct et posant des questions pour bien cerner tous les tenants et aboutissants d'un problème. À la CGT, on se refuse de porter un jugement définitif sur l'homme. C'est pas le genre de rencontre qui permet de se faire une idée. Ça a été une rencontre comme ça pouvait se produire dans ce cadre-là. C'est à l'usage qu'on se fait une opinion sur l'attitude des hommes, des femmes qui sont en responsabilité. Cette reprise du dialogue social n'a pas endormi les revendications. La CGT promet une rentrée chaude. En attendant, on se donne du cœur à l'ouvrage. Le ministre du Budget Alain Lambert a confirmé la baisse de 5% de l'impôt sur le revenu, thème de campagne de Jacques Chirac, une mesure qui devrait être débattue lors de la session exceptionnelle du Parlement. À Laval, la centaine de médecins qui occupaient les locaux de la caisse d'assurance maladie du département ont quitté les lieux, ayant trouvé un accord avec le directeur de la caisse. Ces médecins avaient envoyé des lettres commandées pour dire qu'ils se déconventionnaient, une menace donc qui n'a plus de raison d'être. Son nom se confond avec le bibendum devenu l'emblème de sa société. François Michelin passe officiellement la main aujourd'hui. Il aura fait de son groupe le numéro 1 mondial du pneumatique, un règne de près d'un demi-siècle. Luc Bazisa. Une assemblée générale empreinte d'émotion. La larme à l'œil, François Michelin, à 75 ans, prend pour la dernière fois la parole devant ses actionnaires et une partie des salariés. J'ai peut-être donné, mais je n'aurais pas pu donner si vous ne m'aviez pas donné. Et ça, c'est la maison. La maison, expression favorite de ce patron qui a dirigé son entreprise comme on guide une famille. D'ailleurs, son fils Édouard, aux commandes de ce navire, lui rend cet hommage particulier. À l'avenir et pour tenir le cap. Merci, capitaine. Un capitaine d'industrie qui aura hissé en 50 ans de carrière un groupe qui porte son nom du 10e rang à celui de premier fabricant mondial de pneumatiques. Passage de relais à Clermont-Ferrand, ville synonyme de Michelin. On y a l'obsession du secret.
Jusqu'au début des années 80, la famille possède cliniques, écoles, coopératives, cités. Morale et bons sentiments se rencontrent à chaque coin de rue. François Michelin est parfois accusé de paternalisme, lui préfère dire qu'il soutient et guide son personnel. À ses débuts, François Michelin fait un stage comme simple ouvrier. Pendant 2 ans, il confectionne des pneus avec les équipes qui font les horaires en 3-8. En 59, il devient seul gérant. Pour lui, le patron chez Michelin, c'est le client. Le secret de sa réussite, miser sur les hommes et sur les innovations comme le pneu radial. Aujourd'hui, le groupe compte 130 000 salariés et vend dans 130 pays. Vraiment du fond du cœur. Merci. Une famille que François Michelin peine aujourd'hui à quitter. C'est demain que Jean-Paul II fêtera ses 82 ans au Vatican. Plusieurs milliers d'invités pour une cérémonie qui sera entachée par les rumeurs ou l'évocation d'une éventuelle démission du Saint-Père, proposition aussitôt démentie. Reportage Isabelle Stess, Dominique Merlin. À la veille de ses 82 ans, Jean-Paul II affiche toujours sa volonté de continuer. Mercredi dernier, il demandait à ses fidèles de prier pour qu'il puisse poursuivre sa mission. Ces paroles sont désormais pratiquement incompréhensibles. Les symptômes de sa maladie de Parkinson s'aggravent. Le pape réfléchit donc lui-même à une possible démission, selon le cardinal hondurien Maradiaga, qui est aussi un candidat à la succession. Je lui souhaite, en dépit de ses faibles forces, qu'il puisse continuer à nous guider vers le Christ. Détendu hier aux côtés du président chilien, Jean-Paul II poursuit ses activités. Tant qu'il souffre seulement, il tient bon, mais lorsqu'il ne pourra plus continuer, il démissionnera, estime son plus proche collaborateur, le cardinal Ratzinger. Autant de propos inacceptables fut un temps et qui aujourd'hui ne font pas réagir le Vatican. Le tabou est levé et tous les scénarios possibles. Et comme un démenti à toutes ces rumeurs, Jean-Paul II se prépare à voyager. Il est attendu la semaine prochaine en Azerbaïdjan et en Bulgarie. Tentons de mieux cerner pour quelles raisons des cardinaux d'importance ont décidé de prendre la parole pour évoquer l'hypothèse de la démission du pape. Le Vatican, qui a érigé le secret en règle de vie, est le théâtre de différents courants de pensée ou de rivalités, comme nous l'explique Marc Maisonneuve. Il ne le sait pas encore, mais il sera bientôt pape. Karol Wojtyla entre en conclave, il a 58 ans, nous sommes en 1978. Cet homme, c'est une surprise, un accident de l'histoire, ont dit ses détracteurs. Les cardinaux italiens, trop divisés, favorisent l'élection d'un homme venu de l'Est, d'un pays communiste à l'époque, c'est Jean-Paul II. Le Vatican a toujours été, comme le Kremlin, qui compte d'ailleurs 5 cathédrales dans sa forteresse, un lieu d'intrigue, un lieu de manœuvre. Si on veut qu'un cardinal ne soit pas élu pape, il suffit d'en faire le favori. Aujourd'hui, la rumeur de démission est sans doute une manœuvre italienne. Elle a provoqué l'éclat du cardinal Maradiaga, un Hondurien représentant un courant important, celui de l'Amérique latine. Il parle d'une éventuelle démission du pape et en se réclamant de Jean-Paul II qui n'a choisi personne, il perd toute chance d'être élu. Car pour être pape, il faut être élu. Il y a 126 électeurs sur 176 cardinaux, limite d'âge oblige. L'Europe compte 58 électeurs, aux sensibilités trop diverses pour être unis. L'Amérique latine, elle offre avec 26 électeurs une force peut-être trop cohérente. Pour l'organisation de rumeurs, etc., c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que j'entends pas mal de critiques, mais la manière dont les choses sont organisées font que ces critiques ne me semblent pas fondées, même si à tel ou tel endroit, il peut y avoir des conflits, comme partout. C'est la deuxième fois que circulent des rumeurs de démission de Jean-Paul II. Et à travers elles, ce sont bien des querelles de succession qui apparaissent. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a occupé pendant quelques heures la ville de Jenin et le camp de réfugiés, une opération ponctuelle qui était destinée, selon l'État hébreu, à rechercher des suspects palestiniens. Émotion et polémique aux États-Unis après les révélations de la Maison-Blanche qui reconnaît avoir été au courant de menaces d'attentats un mois avant le 11 septembre. Les services de renseignement sont sur la sellette. Pascal Gueulemer, Tristan Lebras. Que savait exactement George Bush des menaces terroristes avant le 11 septembre? Face aux attaques, aux interrogations, il a dû lui-même faire une mise au point ce matin. Si j'avais su que l'ennemi allait utiliser des avions pour tuer ce matin-là,
J'aurais fait tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger le peuple américain. Certes, il a bien reçu le 6 août dernier une note de la CIA l'avertissant des risques de détournement d'avions. Rien de plus, affirment ses conseillers. Mais cette révélation tardive s'ajoute à de nombreux dysfonctionnements des services de renseignement. Ainsi, au mois de juillet, un agent du FBI en Arizona demande qu'une enquête soit menée sur les nombreux élèves originaires du Moyen-Orient qui fréquentent les écoles de pilotage. Il cite même Ben Laden dans son rapport. Rapport jamais transmis en haut lieu. Le patron du FBI a reconnu certaines erreurs devant le Congrès, mais les parlementaires sont de plus en plus nombreux à réclamer une commission d'enquête. Est-ce que les services de sécurité ont négligé certaines informations? C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui déterminer. Ce sont tout autant les réticences de la Maison-Blanche à ouvrir le débat que l'efficacité des services de renseignement qui sont mises en cause aujourd'hui. Pouvait-on éviter les attentats du 11 septembre? Personne n'a pu, voulu pour l'instant, répondre à la question. La question de la libre circulation des armes et de leur dangerosité fait l'actualité aujourd'hui, non pas à travers un fait divers, mais en projection à Cannes, où pour la première fois depuis 46 ans, un document est en compétition. Il est signé de l'enfant terrible du cinéma américain, Michael Moore, et s'inspire directement de ce drame qui s'est déroulé dans une école où 2 jeunes avaient tué 13 de leurs camarades. Pascal Deschamps, Patrick Deschmecker. 13 élèves exécutés au fusil d'assaut en quelques minutes. Ce jour-là, l'Amérique découvre le nouveau visage de ses enfants. Les 2 meurtriers sont de jeunes blancs des classes moyennes, fous d'armes à feu. Tel est pour Michael Moore le prétexte à une question. Pourquoi y a-t-il plus de morts par balle aux États-Unis que dans n'importe quel autre pays industrialisé? Dans sa ligne de mire, la culture des armes. I'm here to open up an account. Okay, what type of account would you? I want the account where I can get the free gun. You do a CD and we'll hand you a gun. We have a whole brochure here that you can look at. What does that mean? Have I ever been adjudicated mentally defective? Would be something involved with a crime. Oh, with a crime. Okay, so if I'm just normally mentally defective, Yeah. but not criminal. Exactly. Wow. Sweet. Ma réponse, c'est que les États-Unis vivent dans une culture de la peur. Le monde économique et politique utilise cette peur pour conditionner les gens. On nous fait croire en permanence que tout le monde nous veut du mal. La méthode Moore, frappée au cœur du système. Ce jour-là, il accompagne 2 victimes de la tuerie au siège d'une chaîne de supermarchés, Kmart, où l'on peut acheter des munitions. He's got a Kmart bullet, just an inch away, right? Yeah. From your aorta. And between my aorta and spine. Between your aorta and spine. Une méthode pour un message, la multiplication des armes ne fait pas des États-Unis un pays plus sûr, au contraire, le problème est ailleurs. Vous voulez vraiment commencer à réduire les budgets sociaux, ici, en France, et que l'État se désengage? Eh bien, allez-y. Mais regardez bien ce film car vous allez finir comme nous, avec plus de meurtres, encore plus de criminalité et encore plus de peur. Le cinéma polémique de Moore ne lui a pas fait que des amis aux États-Unis. Son film n'y a pas encore trouvé de distributeur. Le premier déplacement à l'étranger de Jacques Chirac depuis sa réélection. Il est arrivé à Madrid cet après-midi. Image du chef de l'État qui désormais ne vit plus sous le régime de la cohabitation. L'équipe des finances publiques était au cœur des discussions. Reportage Christian-Marie Monod et Didier Rancoeur. La première sortie du président Jacques Chirac réélu s'est faite à Madrid, au sommet Europe-Amérique latine. Un président détendu, félicité par ses homologues européens. Après 5 ans de cohabitation, il se retrouve seul, sans Premier ministre à ses côtés. Est-ce que vous êtes partisan de la chaise unique? Plus gravement, la montée de l'extrême droite dans différents pays européens l'inquiète. Les effets de la mondialisation, sous toutes leurs formes, et la nécessité qu'il y a à maîtriser cette mondialisation, à l'humaniser et à l'expliquer d'une façon plus ouverte, plus démocratique. Concernant les déficits publics, le président Jacques Chirac a rappelé que la France respecterait ses engagements européens, mais sans préciser la date des échéances. Les élections législatives avec finalement la publication aujourd'hui de la liste de la gauche qui veut avancer unie dans l'Union, en tout cas après avoir conclu des accords parfois à l'arraché avec ses partenaires. Dans 170 circonscriptions où l'extrême droite est présente, il y aura des candidatures uniques. Alexandre Carra, Fabrice Dujardin, Christian Leroux. Pas de tête d'affiche, un style à l'ancienne, limite dépouillé. La gauche plurielle c'est fini, voici le look gauche uni. Une semaine de tractation avec les Verts, les communistes et les radicaux pour parvenir à un accord, et si ça a pris du temps, c'est une question de méthode.
Nous avons préféré discuter que de fonctionner comme la droite, avec le talon de fer de M. Juppé dans chacune des circonscriptions et disons c'est comme ça et pas autrement. Résultat, 7 jours de négociations. D'abord, il y a eu les Verts et le cas Jean-Luc Benamias. Oublié des premiers accords, il sera finalement investi dans les Bouches-du-Rhône. Puis, les soucis sont venus de la place du colonel Fabien. Difficulté au niveau local, dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, entre PC et PS. Enfin, il y a eu l'échec des négociations avec le pôle républicain. Pour les législatives, le divorce avec Jean-Pierre Chevènement est plus que jamais consommé. Un accord qui intervient alors que les socialistes ont du mal à se remettre en ordre de bataille. Le départ de Lionel Jospin a mis à mal l'unité du parti, sans compter ceux qui ne voient pas en François Hollande un leader naturel, ou plus radicalement, qui n'ont rien contre une cure d'opposition. Et pourtant, officiellement, il n'y a pas de dissension au sein du PS. Tous les socialistes sont mobilisés. Nous voulons prendre notre part au combat et à la victoire. Et pour le moment, nous voulons faire entendre juste notre voix, le moment venu, pour ne pas donner l'impression qu'il y a une guerre de chefs ou qu'il y a des divisions au sein du Parti socialiste. Rue de Solferino, on assure que dès la semaine prochaine, on aura retrouvé un moral de vainqueur. Reste maintenant à en persuader les électeurs. Et la bataille de Paris est engagée. La droite n'arrive pas à masquer ses divisions et les conflits existent dans certaines circonscriptions, comme nous le montre ce reportage de Laura Hakim, Fabrice Dujardin. Puisque c'est son grand retour, Jean Tibéry aime mieux tant qu'à faire apparaître dans ce coin du 5e où il est le plus populaire. Il y a un an, le RPR en avait fait le diable des municipales. Aujourd'hui, l'Union de la droite lui déroule le tapis rouge dans sa circonscription. Je travaillerai dans cet esprit d'union, quel qu'ait pu être le passé. Il faut penser à l'intérêt général et faire gagner son camp plutôt qu'à l'intérêt personnel. Dans le très chic 16e arrondissement, on a sorti les couteaux. Gilbert Gantier n'aime pas qu'on marche sur ses plates-bandes. Le député sortant à qui l'on montre la sortie se présentera quand même. Il n'apprécie pas les méthodes cavalières avec lesquelles on lui a donné puis retiré l'investiture. Je n'ai pas ouvert cette guerre, je ne suis pas responsable de cette guerre et cette guerre donnera ce que l'on voudra. Mais je n'ai aucune raison de me retirer. L'ennemi désigné, c'est Laurent Dominati, venu du centre de Paris. Le voici parachuté dans les beaux quartiers où il déjeune à côté du Tout Paris, là où l'on croise en terrasse Jean-Paul Belmondo et Christina Reali. Laurent Dominati qui plaide pour le renouvellement. Je n'ai que de l'amitié et de l'estime pour Gilbert Gantier. Sauf qu'il y a un moment peut-être où on a besoin d'un certain renouvellement, c'est tout. Et je pense qu'il devrait le comprendre. Dans la circonscription d'à côté, c'est encore une autre paire de manches. Françoise de Panafieux et Bernard Ponce lavent leur linge sale en famille. La maire du 17e pensait décrocher l'investiture, mais c'est au vieil ami de Jacques Chirac qu'on l'a finalement donné. C'est vrai que Bernard Ponce a rendu des services éminents. Il a été le président de l'association des amis de Jacques Chirac. Et probablement que le président de la République, oui, même sûrement, est fidèle en amitié. Un Bernard Ponce qui, à déjà 76 ans, défend son territoire, bec et ongles. Elle se présente en candidat sauvage et c'est une dissidence. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de dissidence. Jamais à court d'idées depuis les municipales, la droite parisienne nous offre donc pour ces législatives une nouvelle et savoureuse pièce de théâtre. Un mot encore de politique, le parquet de Marseille a été saisi sur la gestion de la mairie de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. En question, l'éventuel détournement de fonds publics qui met en cause le mouvement national républicain de Bruno Maigret, dont Catherine, sa femme, est maire de Vitrolles. Le départ pour ce week-end de Pentecôte sur les routes de France. Bison Futé a classé la journée orange. Des embouteillages notamment aux sorties de Paris sur l'autoroute A6, mais rien pour l'instant de très méchant. Et puis le trafic aérien en Europe sera perturbé ce soir en raison d'une panne de régulation à Bruxelles. D'importantes perturbations sont à prévoir dans les heures qui viennent. Dernière répétition pour la patrouille de France. La vitrine de l'armée de l'air française montre une fois de plus son savoir-faire pour son nouveau programme aérien présenté demain à la Ferté-Alais. Moment d'émotion un mois après la disparition d'un de ses pilotes pendant l'entraînement. Romuald Benant, Vincent Ferreira et Éric Delagneau. Le salut des mécaniciens aux pilotes. Et puis les oiseaux tricolores de la patrouille de France s'envolent. Des militaires en ordre de bataille, mais aussi des artistes devant leur toile. Le ciel que ces as sillonnent à 600 km/h et à 3 mètres les uns des autres. Des figures de style unique qui sont le fruit de milliers d'heures de vol. Lorsqu'on monte dans l'avion, on a le couteau entre les dents et on va tout faire pour réussir, parce que c'est jamais gagné d'avance. Donc la grande qualité, c'est la maîtrise de soi et le calme.
Vrille, tonneaux, bouquets d'avions. L'an prochain, la patrouille de France fêtera ses 50 ans de représentation. Un moment pour illustrer l'excellence de la chasse française auprès de tous les publics. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Moi je trouve que c'est très joli en tout cas quand ils ont fait le cœur. Mais cette année, cette patrouille d'élite a connu un drame. Il y a un mois, l'un des 8 équipiers s'est tué en entraînement à Salon de Provence. Je pense que nous aurons une motivation supplémentaire cette année puisque à chacun de nos vols, nous tenterons de rendre hommage à notre camarade Vivien qui nous a quittés. Demain, le rideau va se lever. Premier spectacle aérien à la Ferté-Alais, près de Paris, avant d'entamer une tournée dans toute la France. Le baptême du nouveau voilier Areva qui défendra les couleurs de la France lors de la prochaine Coupe de l'América. Le parrain n'est autre que Claude Lelouch. Ambiance à Lorient, Julien Beaumont. Un bateau exceptionnel, parrain de renom. Claude Lelouch baptise le défi français. Le 1er octobre prochain, il défendra les couleurs de la France en baie d'Auckland pour la Coupe de l'América. Un baptême discret et sans histoire malgré les tentatives de Greenpeace. Objet du litige, Areva, le sponsor du défi. Un groupe français leader mondial dans le secteur de l'énergie nucléaire. Areva en Nouvelle-Zélande, pour Greenpeace, cette image rappelle le Rainbow Warrior coulé en 85. Cette entreprise, ce n'est pas un joli voilier. Cette entreprise, c'est une vieille entreprise très très sale et qui contamine l'environnement. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, des milliers de litres de déchets radioactifs sont rejetés dans l'océan, dans la mer de la Manche par exemple. Si les antinucléaires voulaient s'attaquer à chaque bateau qui provient d'un pays qui utilise l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité, je crois qu'il faudrait qu'à l'exception de la Nouvelle-Zélande, s'attaque à tous les bateaux. Pour le défi, Areva, c'est un gros chèque, 15 millions d'euros sur 3 ans, sans parler du soutien technologique. Pour nous, c'est pas du tout polémique d'avoir une entreprise à nos côtés comme ça, avec une foule d'ingénieurs de très haut niveau, très compétents, et je crois que ça peut être un gage de succès. Demain, l'équipage a invité tous les plaisanciers à venir les retrouver en baie de Lorient, en espérant que la polémique cessera aussitôt les voiles hissés. El Cordobés, le dieu vivant de la corrida, a démontré une nouvelle fois que son art restait intact. À l'âge de 66 ans, il a enthousiasmé le public de Nîmes. Diego Garcia, Rémi Poissonnier. Ils savourent leur triomphe. En rouge, El Cordobés, une légende vivante. À ses côtés, Paco Ojeda, un maître de la tauromachie. Un affrontement de titans où tous deux ont gagné ce matin. La glace contre le feu, une affiche de rêve pour les aficionados. Cordobés, c'est une tauromachie un petit peu autodidacte, en fait, on va dire, très naturelle. Mais je trouve que c'est formidable que ce gars taurait encore à son âge comme ça. Mais moi, je suis fan de Paco Ojeda. Paco Ojeda ne ressemble en rien à son rival du jour. Une technique époustouflante, une immobilité impressionnante. En totale harmonie avec le taureau. À 46 ans, il semble dépasser les limites de la tauromachie. Pour le public, du bonheur à l'état pur. Manuel Benitez dit El Cordobés. 66 ans. Sa fougue et son désir de toréer sont toujours intacts. Ses pitreries aussi. Un charmeur capable du meilleur comme du pire. Il est un peu trop cabotin, je trouve. Il taurait avec le public et il taurait pas avec son taureau. Le public lui pardonne tout. Il entre dans la légende le 17 mai 1964, ici même, à Nîmes, par une prestation inoubliable. Aujourd'hui, il suscite toujours autant d'engouement, même dans sa chambre d'hôtel. À quoi voulez-vous que je pense avant de torer? À rien. Je fais le vide dans ma tête. Comme d'habitude, il a prié la Vierge avant le combat. Ce matin, elle a exaucé ses vœux. El Cordobés existe toujours. Quelle semaine pour Zinedine Zidane. Des milliers de supporters sont venus l'acclamer à Madrid. D'un bonheur peut en cacher un autre. Il sera une nouvelle fois papa ce week-end. Christophe Duchéran, Julien Beaumont. Pour ce qui est de l'exercice débridé de la chenille, la chorégraphie vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Pour le reste, Zizou et ses camarades du Real, fêtés par 100 000 supporters dans les rues de Madrid, c'était hier soir, souvenir de victoire et sauf mon respect, commentateur frappé du micro. Zizou remporte la Ligue des Champions, ce qui fit le bonheur des Blancs d'Espagne et des Bleus de chez nous. Le récupérer comme ça, en pleine confiance, apaisé, épanoui, après cette première victoire en Champions League,
C'est bien pour tout le groupe. Le geste technique qu'il a réalisé est un geste exceptionnel. Ça apporte forcément un dynamisme supplémentaire à l'équipe de France. Comme dit désormais le célèbre proverbe ibérique, Zizou au ballon, la coupe au balcon. Le plus beau des trophées, l'année où le club fête son centenaire, heureux supporters. Ils étaient 75 000 à garnir les tribunes du stade Santiago Bernabéu. Et là pour le spectacle, il y eut feu d'artifice et entrée triomphale de Zizou. Homme à succès, il a conquis l'Europe à la volée. Et qui sait si dans un mois et demi, pour la deuxième fois de sa carrière, il n'aura pas le monde à ses pieds. Le phénomène Star Wars est loin de s'éteindre. Sortie mondiale du deuxième épisode de la Guerre des Étoiles. L'effervescence est à Cannes, mais aussi dans les salles de plusieurs continents qui projettent l'attaque des clones de George Lucas. Frédéric Bonnet. Ouais, on aime Star Wars et on s'en fout des autres. Avec l'attaque des clones, Star Wars attaque les fans. Ils attendaient ce nouvel épisode depuis 3 ans. Nous sommes ici quelques minutes avant la première projection française. La France diffuse ce soir le film de George Lucas dans 817 salles simultanément. Je ne laisserai pas cette République se scinder en deux. Mes négociations n'échoueront pas. Si elles échouent, il n'y aura pas assez de Jedi pour défendre la République. Nous sommes les garants de la paix, pas des soldats. De l'action, du suspense, des paysages virtuels, un scénario plus musclé tourné en numérique, une histoire d'amour tragique, ce sont les ingrédients que tous les fans attendaient. Redresse maintenant, s'il te plaît. Ça change. Hein. On s'attend quand même à pas mal d'actions et là on a tous été servis de ce qui s'est passé. Hein. Mon fils va porter d'ailleurs un nom de chevalier Jedi alors. C'est clair. Ouais. Vous allez appeler votre fils comment? Mace, comme Mace Windu, le premier chevalier Jedi noir. D'abord à Londres, ensuite à Cannes, George Lucas suit son film à la trace. Star Wars envahit notre planète en battant un premier record du monde. En tout, 74 pays vont découvrir les nouvelles étoiles de la grande saga. La folie Star Wars est universelle. 10 000 DVD pirates ont déjà été saisis, notamment ici à Kuala Lumpur en Malaisie, où l'on pouvait acheter le film sur le marché pour moins de 3 €. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Rioué, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, votre soirée polar avec Boulevard du Palais et Brigade. 0h35, le dernier journal présenté par Ève Métet. Demain à 7h, dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra Claude Lelouch. Et à 13h, vous retrouverez Françoise Laborde. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.